Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Évaluer la feuille de route partenariale entre le G5 Sahel et l'Union européenne, c'est le but de la réunion des experts qui vient de démarrer à Bamako. Ils ont 3 jours pour évoquer les questions de paix, de sécurité et de développement. Le dialogue est et reste le moyen le plus efficace pour parvenir à la stabilité dans la région de Mopti. C'est la principale conclusion des travaux qui ont réuni pour 2 jours les cadres de la région autour de la crise que traverse cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République est arrivé ce jeudi soir à Bakou, en Azerbaïdjan, une ex-république soviétique. À sa descente d'avion, Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le ministre azerbaïdjanais de l'Éducation en présence de l'ambassadeur du Mali en Russie, le général Tchéfin Konaté. Le chef de l'État est accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga, des ministres de l'économie et des finances et de la culture, Djaï Ramatoulaye Diallo. À Bakou, le président Ibeka prendra part demain au 4e Forum mondial sur le dialogue interculturel, dont le thème porte sur promouvoir le dialogue interculturel, nouvelle voie pour la sécurité humaine, la paix et le développement durable. Près de 800 délégués de 120 pays et d'une quarantaine d'organisations internationales sont attendus à ce forum organisé par l'UNESCO en collaboration avec le gouvernement azerbaïdjanais. Audience ici à la primature avec la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Niger, la Guinée et le Tchad qui a été reçue par le Premier ministre. Les relations entre le Mali et le groupe de la Banque mondiale, la bonne tenue de l'économie ont été au centre de l'entretien. Soukaina Khan, à sa sortie d'audience, est interrogé par Aoué Touré. L'objectif de cette réunion, c'était vraiment une première rencontre, de féliciter M. le Premier ministre et son gouvernement pour leur nomination et également de leur faire part également de notre engagement à leur côté. Au cours des assemblées du printemps de la Banque mondiale, c'était une opportunité pour les équipes de la Banque mondiale avec la délégation du Mali, conduite par M. Cissé, ministre de l'économie et des finances, de faire le point un peu de notre engagement et de regarder également quels sont les objectifs à terme. Et je pense que globalement, ce qui se dégage, c'est que le Mali est, en dépit du contexte qui est quand même difficile, la croissance du Mali sur cette année 2017 est une croissance quand même positive qui est encourageante, j'allais dire, de 5,7%. On a cependant également cette croissance tirée par le secteur agricole et grâce à une pluviométrie. Mais on a également dégagé le futur et ce qu'on pense surtout dans le cadre de l'IDA où les allocations pour le Mali, l'allocation pour le Mali et pour les pays IDA en particulier a été augmentée, de voir comment on peut soutenir davantage cette croissance, notamment s'appuyant un peu plus davantage sur le secteur privé. Mais également comment aider le Mali sur les secteurs sociaux grâce à des filets sociaux. Nous avons pu, à l'issue de ces réunions, pu dégager une allocation supplémentaire de 10 millions pour l'appui budgétaire, 10 millions de dollars, j'entends, pour l'appui budgétaire du Mali. Le Premier ministre a également reçu une délégation de la Haute Cour de justice conduite par son président. Au menu des échanges, la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Je vous propose d'écouter Abdraman Niang, président de la Haute Cour de justice, au micro de Mohamed Ould Mamouni.
La visite de la Haute Cour de justice chez le Premier ministre aujourd'hui rentre dans le cadre des rencontres habituelles chaque fois qu'il y a un changement de Premier ministre. Le Premier ministre avait programmé une visite des institutions, mais en ce moment, ça a trouvé qu'il y avait un programme qui ne nous a pas permis de le rencontrer. Et nous avons tenu à venir le rencontrer et le féliciter pour la confiance que le chef de l'État a placée en lui. Nous avons également écouté le Premier ministre sur les problèmes du pays. Il nous a expliqué comment il compte procéder pour résoudre les défis nombreux, sécuritaires, sociaux, qui assaillent notre pays. Et quel serait votre accompagnement? En tant qu'institution de la République, nous sommes tout à fait disposés à accompagner le Premier ministre chaque fois qu'il le souhaiterait, chaque fois qu'il en exprimerait les vœux. Réunion de l'Union européenne et du G5 Sahel, les experts des deux organisations sont à leur 4e réunion conjointe sur les questions de paix, sécurité et développement. La session de 3 jours devra évaluer la feuille de route du partenariat entre l'UE et le G5 Sahel. Salimata Dao, compte rendu. Après la rencontre à huis clos avec le ministre en charge des Affaires étrangères, les journalistes sont reçus par les experts de l'Union européenne et du G5 Sahel. L'objectif était de communiquer sur leur 4e réunion conjointe. Le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le G5 Sahel, qui est une nouvelle organisation, s'explique pour plusieurs raisons. Nous avons des destins liés sur des questions de paix et de stabilité, si on prend le terrorisme, si on prend l'insécurité, les questions d'immigration clandestine ou même les questions d'environnement. Si nous arrivons à mieux prendre en charge ces défis communs, il y a également beaucoup d'opportunités. À l'occasion de cette rencontre, le comité de pilotage stratégique et technique du projet d'appui au G5 Sahel pour la sécurité s'est réuni pour faire le point sur le programme. Ce projet comporte un certain nombre d'activités, dont le Collège sahélien de sécurité qui est basé ici même à Bamako. Et lors de cette réunion, nous avons fait un peu le tour de certain nombre d'actions, tant dans le domaine de la sécurité que dans le domaine du développement. Des points essentiels qui vont être traités, c'est la question de la force conjointe. L'Union européenne appuie politiquement cette force. Nous allons voir tous les éléments pour essayer de l'appuyer du point de vue financier, du point de vue logistique. Nous sommes en train d'étudier. C'est également dans ce sens que nous sommes réunis. Réagissant aux questions des journalistes, le ministre Abdoulaye Diop a émis le souhait de la mise en place rapide de la force conjointe du G5 Sahel pour contrer l'insécurité qui persiste dans la zone. Visite du ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au président de 3 institutions de la République. Il s'agit de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et culturel. Le compte-rendu de Moussa Fane. Les présidents du Conseil économique, social et culturel, de la Cour constitutionnelle et celui de l'Assemblée nationale ont reçu la visite du ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette visite, au niveau de ces 3 institutions de la République, s'inscrit dans le cadre de la bonne collaboration avec les ministères. Le ministre s'est dit être enrichi des conseils prodigués par les présidents des institutions visitées. Aujourd'hui, tout est lié à la Constitution. Nous pensons que la Cour constitutionnelle pourra nous aider. Les lois qui arrivent, qui sont votées souvent que les gens ne comprennent pas, arriver à l'Assemblée nationale, ils pourront savoir avec nous que ces lois, derrière ces lois, il n'y a que des femmes et des hommes qui œuvrent pour que la femme, l'enfant et la famille malienne, leurs conditions soient améliorées. Au niveau du Conseil économique, social et culturel, ils voient les populations chaque fois. Ils sont au niveau des populations, ils travaillent, ils ont des documents. C'est des documents aussi qui peuvent aider les femmes du Mali à faire des plaidoyers fournis. Pas des arguments théoriques, mais des arguments puisés du terroir, puisés vraiment des réalités de notre terroir pour servir nos populations. Le ministre a également évoqué avec ses interlocuteurs certaines préoccupations de son département. Parmi celles-ci, la promotion de la femme et de l'enfant, qui est l'une des missions fondamentales assignées à ce département ministériel. Éradiquer les maladies tropicales négligées sur l'étendue du territoire, c'est bien l'objectif de cette campagne de distribution massive et gratuite de médicaments. Elle vient d'être lancée dans la cité des 1008 logements sociaux en commune 6 du district de Bamako. L'opération est organisée par le département de la santé et de l'hygiène publique. Le compte-rendu de Batraoré.
C'est par une remise symbolique des médicaments que le département de la santé et de l'hygiène publique lance la campagne de traitement des masses des maladies tropicales négligées édition 2017. Les bénéficiaires de cette opération sont les enfants âgés de 5 ans et plus. La campagne est organisée grâce à l'appui technique du programme MTN et financier de l'ONG Hélène Keller International. Chaque année, nous distribuons les médicaments de façon massive au niveau communautaire. Toutes les régions du Mali sont concernées par la campagne de traitement. Les médicaments seront disponibles à tous les niveaux. L'appui de Hélène Keller dans la lutte contre les maladies tropicales négligées n'est pas nouveau au Mali. En collaboration avec nos partenaires, HKI a un financement de l'USAID et cette campagne est financée à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA. Pour les responsables de la santé, les précédentes campagnes de distribution des médicaments de masse n'ont pas donné les résultats escomptés à cause d'un déficit de communication. C'est encore une fois l'occasion de rappeler que les responsables des programmes aux différents niveaux ont le devoir de mettre un accent tout à fait particulier sur la communication de proximité, la mobilisation sociale et la disponibilité des médicaments au point de distribution pour l'accroissement du taux de couverture dans les districts qui n'ont pas encore atteint les niveaux escomptés. La campagne ainsi lancée est nationale et s'échelonne sur les mois de mai et juin. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet décentralisation et gouvernance locale inclusive et durable. Les acteurs ont tenu la première session du comité de pilotage du projet cofinancé par le gouvernement du Luxembourg et le PNUD. Fademba Keita, compte rendu. Le projet décentralisation et gouvernance locale inclusive et durable appuie le gouvernement du Mali dans la réalisation de ses efforts de décentralisation. Encore appelé troisième programme indicatif de coopération ou PIC3, il est le fruit d'un partenariat fécond entre le Mali, le gouvernement du Luxembourg et le PNUD. Ce projet du PNUD va apporter une réponse pour la promotion du développement. 5e session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou. Les membres du comité ont examiné et échangé sur le rapport annuel 2016 et le programme d'exécution 2017. Le ministre de l'élevage et de la pêche a mis à profit cette activité pour faire le tour des installations. Alidou Matina. Construit en 2003, l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou est en train d'être réhabilité pour qu'il joue pleinement sa vocation de prestataire de services pour la production de viande dans les conditions d'hygiène requises. La visite à l'abattoir a permis au ministre de l'élevage et de la pêche de s'imprégner de l'évolution et le fonctionnement de la structure. Les normes, les standards internationaux ont prévu, ils sont en train de prendre des dispositions pour que tout soit au point et que les exportations de la viande rouge puissent se réaliser. Parce que ce qui se passe ici actuellement, on exporte le bétail sur pied. On perd les sous-produits d'abattage, qui sont des produits qui peuvent être transformés pour donner d'autres produits. Donc rien ne se perd en matière d'élevage. Cette visite a été couplée à la 5e session du comité de pilotage du dit abattoir. L'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou reste confronté à d'énormes difficultés que sont le manque d'eau potable, le manque de clôture. Au cours de cette 5e session du comité de pilotage, vous aurez à examiner le rapport annuel de 2016, le programme d'exécution technique et financière 2017. Madame Ly Taher Dravé, lors des travaux, a exhorté les membres du comité de pilotage à plus d'analyse, de suggestions et de recommandations en vue de mieux orienter l'abattoir de Sabali-Bougou dans l'atteinte de ses objectifs. Vous l'aurez remarqué, nous avons eu un petit problème technique. Nous allons revenir sur le reportage en question. Suite de la tournée du ministre des Mines en 3e région, le professeur Tchomogo Sangaré a été sur les mines d'or de Nambala et Siama. Ces sociétés contribuent à la réduction du taux de chômage dans les localités qui les accueillent. Djelima Kandjabate, Agali Agagissa sont nos envoyés spéciaux. À Nampala, dans le cercle de Sikasso, c'est Ressources Propex, une société minière canadienne qui exploite la mine qui a démarré sa production commerciale en janvier 2017.
Comme sur les autres sites d'exploitation, le ministre des Mines a rencontré les communautés qui vivent autour de la mine avant de visiter les installations. La société emploie 460 travailleurs, dont 8 expatriés. Notre objectif, c'est de réussir à faire 1 tonne d'or par an. Donc ça représente 2% de la production du Mali. Nous avons investi 35 milliards de francs CFA directement sur l'usine. Il y a beaucoup d'emplois indirects et nécessairement il y a des retombées pour les villageois. Nous avons commencé un projet de soutien de construction d'écoles, mais surtout le contrat dont on est le plus fier, c'est que la mine vient de signer un contrat avec les maraîchers. À la mine d'or de Siama, les notabilités de localités de Siama et Fourou, ainsi que les syndicats de travailleurs, ont déploré la non-prise en compte de leurs préoccupations par les responsables de la société autrichienne Resolute, qui détiennent 80% des actions. C'est difficile de pouvoir satisfaire tout le monde. Mais ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que les compagnies minières-là posent un certain nombre de jalons, c'est-à-dire un certain nombre de bases sur le plan social aussi, bien sur le plan de l'épanouissement même de l'être humain. Mais c'est à partir de là que les autorités, que ce soit locales, municipales, doivent amorcer maintenant leur propre développement social sur ce plan-là. Pour prolonger la durée de la mine à 2028, le conseil d'administration de la société a approuvé l'exploitation d'une mine souterraine en 2016. La délégation ministérielle a aussi visité la carrière et l'usine de traitement. S'achemine-t-on vers une sortie de crise dans la région du centre du pays? En tout cas, les signaux ont été donnés par les leaders de la région de Mopti à l'issue de 2 jours de travaux. De façon unanime, tous conviennent de la persistance de l'insécurité et de la nécessité de rouvrir les écoles fermées. La solution, selon eux, passe par le dialogue. Mohamed Diarra, depuis Mopti. 2 idées fortes sont à retenir de cette rencontre des cadres de la région de Mopti. La retrouvaille entre toutes les sensibilités de la région et le désir de sortir le Mali de l'imbroglio. Et pour cela, le dialogue reste la seule arme efficace. Nous sommes un peu de dialogue. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de la capacité de dialogue du Mali. Nous souhaitons que ce soit un bon déclic, un bon départ pour des actions qui conduiront les fils de ce pays, les fils de cette région à se retrouver. La plus urgente, c'est de négocier avec les djihadistes. Il faudra qu'on les rencontre, qu'on négocie avec eux parce qu'on souffre. Et ça, c'est important. Deuxièmement, il faudrait de la place, n'est-ce pas, pour les traditionnels, pour les leaders religieux. La rencontre a insisté sur la lutte contre l'intégrisme religieux. Et pour ce faire, les participants proposent la création d'un cadre de concertation des ulémas et des chefs religieux. Vous avez dit et vous avez raison qu'il faut lutter contre le radicalisme, il faut lutter contre le fanatisme. Vous avez appelé l'État à jouer le rôle qu'il doit jouer dans une république laïque. Utiliser les ulémas à surveiller les prêches, à faire que les prêches ouvrent sur la religion, ouvrent à des dévotions qui soient des dévotions conformes à la religion. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, l'exemple de Mopti est un cas d'école. J'aurais bien voulu que ce soit tous les Mali qui soient là, qui se réconcilient définitivement pour avoir un pays apaisé, pour que les actions économiques et sociales puissent se poser et que chaque Malien puisse vaquer librement à ses obligations. En tous les cas, le gouvernement s'engage à jouer le rôle qui est le sien dans la mise en œuvre des recommandations. Les 2 jours de travaux ont permis de briser la glace de la méfiance et désormais, chaque acteur est conscient du rôle qu'il doit jouer pour le retour d'une paix durable au Mali. De Mopti, nous continuons sur Tombouctou où le parti Alliance malienne pour le travail AMAT a choisi Diré pour sa 3e conférence nationale. Les cadres des partis amis et militants du parti de la tortue ont voulu, à travers cette activité statutaire, contribuer à la consolidation de la paix et accompagner le gouvernement sur le terrain dans la reconquête de l'unité nationale. Yaya Tandina. En choisissant le cercle de Diré pour sa 3e conférence nationale, l'Alliance malienne pour le travail, AMAT, voulait partager avec les acteurs à la base ses préoccupations. C'est dans cette optique que le thème unité, paix et réconciliation a été largement débattu pendant plus de 4 heures. Le choix de Diré pour les organisateurs n'est pas fortuit. Si les défis majeurs
auquel notre pays, le Mali, se trouve confronté de faire celui de la lutte contre la pauvreté, du développement économique et du bien-être social, les populations de notre pays ont davantage souffert de l'absence de paix et de sécurité. À travers ce rendez-vous du donner et du recevoir, ce parti de l'opposition républicaine et démocratique entend apporter sa contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. C'est pourquoi le parti de la tortue, au cours de cette rencontre, a débattu plusieurs sujets relatifs à la situation des réfugiés. Nous sommes émus par le thème, ensuite très intéressés par la question des réfugiés. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas seulement des discours, mais c'est une préoccupation de la nation. Qui aspire mieux à la paix plus que nous les femmes. Nous sommes les principales victimes de cette crise. Au nom de toutes mes sœurs du cercle de Diré, nous encourageons la belle démarche du parti Amat. L'Alliance malienne pour le travail est une formation politique qui a vu le jour en 2002. Elle a pour devise démocratie, travail et justice. Fin des travaux de la rencontre des femmes et des jeunes de la région de Taoudéni sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La rencontre de 2 jours a permis aux participants d'harmoniser leur vision sur la mise en œuvre de l'accord, d'identifier les besoins pour l'opérationnalisation de la région de Taoudéni et d'échanger sur la situation générale de nos compatriotes vivant à l'extérieur. De Tombouctou, Abdelrahman Meiga. Cette rencontre de 2 jours a permis aux femmes venues des différents cercles de la région de Taoudéni d'échanger tout en approfondissant leurs connaissances sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, et cela à travers un certain nombre de sujets, parmi lesquels les avantages de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, les points de blocage et le rôle des femmes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Les femmes se sont exprimées, chacune a parlé de son problème, elles étaient toutes contentes. Il y avait des femmes qui sont venues de partout dans les cercles de Taoudéni. Elles sont tous là aujourd'hui, elles sont très très contentes et elles demandent aussi qu'on vienne chaque fois leur expliquer ce qui se passe. Cet espace du donner et du recevoir a été l'occasion pour les participantes de faire la situation générale de la région de Taoudéni à travers les réalisations et les actions prioritaires à entreprendre. Pour l'opérationnalisation de cette nouvelle région, elles ont souhaité l'accompagnement de l'État pour la réalisation de certaines infrastructures. Les participantes ont donné beaucoup de préoccupations, comme par exemple la réhabilitation de la région même de Taoudéni. Ils ont demandé aussi des centres de santé, des écoles, tout pour le développement de leur région. Donc nous avons pris les doléances et nous allons les présenter aux autorités. La rencontre a également permis d'échanger sur la situation générale des réfugiés et leurs conditions de vie dans les pays d'accueil. À ce niveau, elles ont lancé un cri de cœur appelant les déplacés à revenir au bercail tout en participant aux efforts de construction nationale. Je parle à mes sœurs vraiment, à mes mamans, de faire tout à côté de leurs frères, de leurs maris, pour que la paix revienne. Je les conseille de revenir chez eux. Ils sont des étrangers ailleurs. La mise en œuvre de ces différentes recommandations permettra certainement à notre pays de disposer de stratégies pour aller vers l'union des cœurs et des esprits. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût donc du projet de décentralisation et gouvernance locale inclusive et durable. Les acteurs ont tenu la première session du comité de pilotage du projet cofinancé par le Luxembourg et le PNUD. Voyons avec Fadé Magrita. Le projet décentralisation et gouvernance locale inclusive et durable appuie le gouvernement du Mali dans la réalisation de ses efforts de décentralisation. Encore appelé 3e programme indicatif de coopération ou PIC3, il est le fruit d'un partenariat fécond entre le Mali, le gouvernement du Luxembourg et le PNUD. Ce projet du PNUD va apporter une réponse pour la promotion du développement économique local, mais également pour renforcer les capacités des collectivités territoriales cibles à délivrer des services publics de base. Le PIC 3 se compose de 3 grands volets. Le développement rural et la sécurité alimentaire, la formation et l'insertion professionnelle sont une continuation des actions précédentes de la coopération luxembourgeoise au Mali, mais sont abordées ici à travers le prisme du monde rural. Le président du conseil d'administration estime que le projet va beaucoup contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et le développement durable dans les collectivités territoriales partenaires.
À l'occasion de ce comité de pilotage, vous aurez en votre qualité des membres du comité à valider les rapports d'activité 2016. De même, il vous sera soumis pour examen et validation les programmes d'activité 2017. Les cercles de sang, Bla et Tomignan dans la région de Ségou et celui de Yorosso dans la région de Sikasso sont les localités bénéficiaires du projet Décentralisation et gouvernance locale inclusive et durable. Conseil d'administration de l'INPES, il procède à l'examen de la note relative aux structures socio-sanitaires de l'Institut. Les administrateurs qui se penchent également sur la création d'une société de capital risque d'investissement en fonds propres de garantie du secteur privé. Noum Sissoko. La mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire par l'INPS, Institut national de prévoyance sociale, a eu des impacts sur les activités du service médical et sanitaire de la structure. Notamment l'abandon de la dispense des soins curatifs par les structures socio-sanitaires, l'abandon des prestations de soins de l'action sanitaire et sociale, la perte des cotisations au titre du régime de protection contre la maladie. Ces constats imposent aux structures sanitaires de l'INPS une nouvelle forme d'organisation qui s'articulera autour de la redéfinition de leurs missions et de leur fonctionnement, sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Les administrateurs vont aussi statuer sur la mise en place des nouveaux services au bénéfice du secteur privé. La note relative à la création d'une société de capital risque d'investissement en fonds propres du fonds de garantie du secteur privé à laquelle l'Institut national de prévoyance sociale est sollicité pour une participation au capital d'une part et sur le projet de financement des logements sociaux et l'eau à usage d'habitation au profit des travailleurs de l'INPS d'autre part. Cette session extraordinaire a été marquée par la passation de service entre le président sortant du conseil d'administration Yacouba Katile et le nouveau Mamadou Sinsi Koulibaly. 5e session du conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, il est placé sous le signe du renouveau. En 2017, un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle des greffiers et juges. Mamoutou Dante. Pour cette 5e session du conseil d'administration de l'INFJ, les administrateurs ont adopté le procès verbal de la 4e session, le contrôle des tâches issues de cette session, avant d'examiner le projet de budget 2017 qui s'élève environ à 1,41 francs CFA. Cela inclut effectivement la construction d'une bibliothèque, de 2 amphithéâtres et d'une cafétéria. Bientôt, un DEA aussi professionnel, ce serait également une bonne chose. Donc c'est dans notre vocation à être un institut ouvert. L'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo s'inscrit désormais dans un élan absolu de réforme en vue de les rendre accessibles, ouverts et exclusivement dédiés à la formation professionnelle des juges et des greffiers. L'Institut n'a pas pour vocation de donner la formation de base, mais plutôt de la compléter. Et de plus en plus, nous avons affaire à des gens aujourd'hui qui sont issus de milieux professionnels tels que les secrétariats classiques. Nous allons, avec le syndicat des greffiers, entamer des discussions et des réflexions autour de leur statut pour voir dans quelle perspective, dans quelle mesure on pourrait faire évoluer cela. Et cet institut a la vocation aujourd'hui de donner au moins une session de formation professionnelle à l'ensemble des professionnels tous les 3 ans au moins. À la clôture des travaux, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a invité les administrateurs à être vigilants sur la conduite de l'Institut afin qu'elle serve la justice malienne. Les leaders spirituels continuent leur rencontre avec les responsables politiques locaux du district de Bamako. Ils viennent d'échanger avec les élus en commune 1 du district sur comment la religion peut être un appui pour les autorités politiques à la recherche de la paix dans le pays. Adama Koulibaly nous donne les détails. Le groupement des leaders spirituels estime qu'elle peut être d'un apport positif en accompagnant les responsables politiques locaux dans leur mission de gestion des affaires confiées à eux. Raison pour les responsables du groupement des leaders spirituels d'entamer depuis près de 2 mois des rencontres de sensibilisation des autorités politiques des communes du district et leur population sur le contenu de leur mission. Les leaders ont été accueillis par les populations de la commune 1. Nous sommes vraiment à la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant.
Et qui dit partenariat gagnant-gagnant fait toujours appel à des compétences. Nous sommes indivisibles. Le Mali ne connaît pas la guerre. C'est un pays qui a toujours vécu en symbiose, dans l'harmonie entre tous les fils de ce pays. Et pourquoi et pour quelle raison, pour quel intérêt nous allons briser cette chaîne-là, cette chaîne de solidarité, d'humanisme, d'entraide, de donner et de recevoir. C'est ce qui a fait la force du Mali jusqu'ici. Le président du groupement des leaders spirituels, Chérif Madan Aïdra, dans son allocution, a dit que l'organisation n'a d'autre contenu que d'aider à la reconstruction du pays. Près de 26 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la nouvelle église évangélique protestante de Kifosso 2 dans le district de Yorosso. L'inauguration de cette infrastructure religieuse entièrement financée par la communauté a eu lieu samedi dernier. C'était sous la haute présidence de Daniel Terra, conseiller technique représentant le ministre des Affaires religieuses et du culte. Le compte-rendu de Kifosso de Daouda Diakité. Cette nouvelle église qui vient d'être inaugurée a une capacité d'accueil de 1000 places. Le joyau est le fruit de 7 ans d'efforts et de sacrifices consentis par la communauté chrétienne évangélique du village de Kifosso. Notre foi en Jésus-Christ, c'est la seule motivation qui nous a poussé à nous sacrifier, à doter le village d'un tel édifice. Voilà. Le montant est 25 millions et plus. Et c'est la ressource locale, l'économie locale. Il n'y a aucun financement extérieur. Un événement spécial que les frères en Christ des 55 églises du district de Yorosso, Koutiala, Sikasso et Bamako ont voulu inscrire dans les marbres à travers une mobilisation des grands jours. L'aide qui provient de soi-même, c'est généralement l'aide la plus noble. Vous voyez, ce que nous venons de voir, vraiment, c'est un symbole très fort. Et la mobilisation qu'ils ont faite, c'est un autre symbole. Il y avait tout le monde ici, aussi bien les responsables chrétiens, les responsables musulmans, il y avait 2 imams ici. Et ça, c'est vraiment l'esprit d'unité et l'esprit aussi de la tolérance. Pas seulement de la tolérance, mais de l'amour. Les gens s'acceptent entre eux. Et vous voyez une très grande mobilisation qui vraiment nous a marqué à plus d'un titre. La journée d'inauguration a été aussi marquée par des prières, des prestations de chorale, mais aussi et surtout du témoignage de Koko Zanga Dambélé, premier fidèle de la contrée baptisée Moussa il y a plus de 55 ans, qui n'a pas manqué dans son adresse de faire des bénédictions pour l'Église et le Mali. L'ambassade du Mali à Washington a l'honneur de porter à la connaissance des Maliens de sa juridiction qu'elle organise à partir de demain vendredi une tournée d'enrôlement au RAVEC qui se déroulera suivant le chronogramme ci-après. Étape de San Francisco, État de Californie, les 5, 6 et 7 mai 2017. Étape de Memphis, État de Tennessee, les 12, 13 et 14 mai 2017. Étape de Cincinnati, État d'Ohio, 19, 20, 21 mai 2017, étape d'Indianapolis, État d'Indiana, les 26, 27 et 28 mai prochains. Les enrôlements se feront aux dates indiquées dans l'après-midi de vendredi, toute la journée de samedi et la matinée de dimanche. Harmonisation des connaissances et pratiques des sages-femmes du Mali à celles de leurs homologues des pays de la sous-région ouest-africaine. La session de 5 jours a débuté à Bamako sous la houlette de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Salimata Dao, compte rendu. Les participants de cette session vont s'approprier les outils et guides pédagogiques de formation en rapport avec l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Les connaissances acquises ici seront transmises par la suite aux sages-femmes, 680 au total. Les participants viennent de partout sur l'ensemble du territoire du Mali. Ils sont des instituts de formation de sages-femmes, que ce soit des écoles publiques, en l'occurrence l'INFS, et ses annexes, et des écoles privées aussi de Gao et de Dioïla. Pour la mise en œuvre des curricula harmonisés de formation des sages-femmes, l'OAS a fait venir des spécialistes de Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Cette formation s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amélioration de la performance des sages-femmes de la sous-région. Le taux de mortalité maternelle est élevé, le taux de mortalité infantile est élevé. Tout ça, c'est lié, n'est-ce pas, à nos prestations souvent. Après l'harmonisation des programmes, après l'édition des critères d'accréditation, après la formation en APC, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment harmoniser maintenant l'ensemble des outils
par rapport aux pays membres de la CEDEAO et surtout les 5 pays membres du Suède pour qu'on puisse utiliser les mêmes standards de formation, les mêmes outils, que ce soit les écoles publiques, les écoles privées. Le Mali est le 3e pays après le Burkina Faso et le Niger à bénéficier de cette session de renforcement des capacités qui va durer 5 jours. En 3e région, les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et celle en ligne étaient à la découverte de la mine d'or de Morila qui est dans sa phase post-exploitation avec 168 kg d'or par mois. C'était à l'occasion d'un point de presse dont l'objectif était de les informer sur la conversion du site en centre d'agrobusiness au profit des communautés locales. Moustapha Doumbia. Ces points de presse animés par le président directeur général du groupe Randgold portent essentiellement sur la fermeture de la mine d'or de Morila en 2019 et la conversion du site en un centre d'agrobusiness. La mine de Morila, qui a produit plus de 6 millions d'onces d'or depuis le début de l'extraction en 2000, est aujourd'hui dans sa phase post-exploitation avec une production mensuelle de 168 à 170 kg. L'histoire de l'industrie minière, c'est que les gens exploitent et après ils quittent. Et nous, on veut non seulement, on a développé une grande industrie minière, mais on veut aussi après la mine léguer quelque chose qui pourra aussi être un exemple pour tout le monde entier et pour toute l'industrie minière au Mali. La zone concernée par l'initiative agricole s'étend sur 3000 hectares qui pourraient profiter à 50 000 résidents locaux. Il est à noter que les efforts de Randgold dans ce sens sont partagés avec le groupe Songhai qui a réussi des projets similaires dans d'autres pays. Autre sujet abordé au cours de ces points de presse, la situation actuelle du complexe Loulo-Gunkoto dont la production annuelle atteint 20 tonnes d'or. Notre objectif, c'était de créer une industrie durable au Mali, une industrie minière. Et aujourd'hui, quand on regarde, ça fait plus de 20 ans et le résultat est là. On a développé des mines, 3 mines au Mali. Et pour nous, le Mali, c'est vraiment le lieu de naissance même de Randgold. Donc nous avons une place exceptionnelle pour le Mali dans nos cœurs. La mine de Morila compte actuellement 700 employés environ. S'agissant des initiatives agricoles, elles concernent entre autres la pisciculture et l'aviculture avec une production de 800 alvéoles par jour. L'ORTM en deuil, notre collègue Mamadou Samake, preneur de son à la télévision nationale depuis 1995, est décédé ce matin de suite d'une courte maladie. Il a participé à plusieurs réalisations de films de Boubacar Sidibé. Il était de tous les grands événements organisés par notre pays. Hier soir seulement, si vous aviez pu m'entendre, c'est grâce au doigt magique de Mamadou Samake. Il m'a soigneusement porté l'oreillette avant le début du journal. Il s'en est allé sans crier gare. La levée du corps aura lieu demain après la prière du vendredi à Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako. Au nom de la direction générale de l'ORTM et de l'ensemble du personnel, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Que son âme repose en paix.